Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo qui avait quand même bien marché, bien marché pour ma chaîne, on s'entend, où je vous présentais mon livre favori par pays du monde. J'avais dit que j'en lirais d'autres. Savez-vous quoi? Je l'ai fait. Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans cette vidéo où je bonifie ma carte du monde de livres lus. Comme je vous le disais en intro, j'avais fait l'exercice de regarder chaque pays et de voir, si j'avais lu quelque chose qui provenait de ce pays-là, et s'il y en avait plusieurs, de trouver mon favori. Les commentaires étaient tripants, j'avais reçu tellement de recommandations que j'ai décidé d'en piger un par mois et le lire. Je vous avais d'ailleurs... je vais y arriver. Je vous avais d'ailleurs déjà montré les romans que j'avais pigés dans ma vidéo Pile Ultime 2026, et j'en reviens pas moi-même, je les ai lus. Moi, j'ai fait ce que j'avais dit. Je me reconnais pas cette année. Je me reconnais pas. Quand j'ai tourné la fameuse vidéo, je vous la mets ici. D'ailleurs, vous pouvez aller la voir. Sérieusement, les commentaires sont hot, là. Ça vaut la peine d'aller lire les commentaires. Puis peut-être la peine d'aller voir ma vidéo. Il faudrait que je me vante un peu. Je suis pas bonne pour faire ça. Dans cette vidéo-là, je vous disais que j'avais lu des romans, des ouvrages qui provenaient de 72 pays du monde. Aujourd'hui, à la mi-mars, on est rendu à 78, c'est-à-dire qu'il y avait 3 romans que j'avais lus l'année dernière, puis je vous en avais d'ailleurs déjà parlé dans d'autres vidéos, et il y a 3 romans que j'ai semi-vlogués et dont je vais vous parler plus en détail dans cette vidéo-là. Si je vous montre ma carte du monde de l'année dernière, ça ressemble à ça, et maintenant, ça ressemble à ça. Il n'y a pas tant de différence, mais quand même. En 2025, j'avais ajouté un roman qui provenait du Kyrgyzstan, un roman de Palestine, bon, c'est un État, je sais, mais je le compte, et un roman de Papouasie-Nouvelle-Guinée, tandis qu'en 2026, j'ai lu un roman qui provenait de l'Angola, un roman croate et un roman qui vient du Laos. En fait, d'une autrice canadienne avec des origines laotiennes, mais il y a beaucoup de Laos dans le livre. C'est pas un roman, c'est un recueil de nouvelles. Là-dedans, j'ai eu beaucoup de bonnes lectures et en premier dans cette vidéo-là, je vais vous parler ici, face cam, de mes lectures de l'année dernière et ensuite je vais vous insérer les clips vidéo de ce que j'ai tourné suite à mes lectures de 2026. J'espère que ça vous convient, alors on y va! Le premier roman, il vient du Kyrgyzstan, il s'appelle Adieu Gulsari et c'est de Chingiz Aymatov. C'est un roman dont je vous ai déjà parlé dans mes favoris 2025 pour la découverte, pour l'atmosphère, donc c'était une très bonne lecture. En général, c'est des bonnes lectures, vous allez voir. Pourtant, un roman qui parle surtout de la relation entre un homme et son cheval, techniquement, c'est pas tant pour moi. Tu sais, moi, les animaux, oui, mais loin. Dans ce roman-là, on va rencontrer Tanabai, qui est maintenant un vieil homme. C'était un militant. Il était l'un des membres dirigeants et influents d'un kolkhoz au Kyrgyzstan. C'est maintenant un vieil homme et il va recroiser la route de Gulsari, comme dans Adieu Gulsari, qui est un étalon avec qui il avait un lien très très particulier, un étalon qui lui avait été arraché pour le donner aux mains d'un puissant, aux mains puis au derrière surtout. Il va devoir faire une route difficile avec son cheval et pendant cette route-là, il va se remémorer les événements qui l'ont mené là où il est et probablement où ont mené le cheval là où il est maintenant également. Quand je l'ai lu, je ne connaissais rien au Kyrgyzstan. Si tout va bien, je devrais y aller cet été, donc j'espère connaître plus ça dans quelques mois et reconnaître ces immensités, ces paysages, l'atmosphère là-dedans, là, on s'y croirait dans ces montagnes, dans ces plaines, ça a l'air fabuleux. Y avait-il des plaines? Non, je pense que c'est surtout des montagnes. De mémoire, c'est surtout des montagnes. On est avec un homme qui a vécu la fin d'une époque, les kolkhozes, il y croyait vraiment. Et il y a une désillusion. Il était certain que la vie en collectivité, que cette façon-là de gouverner, c'était la meilleure. Il a travaillé fort pour ça, sauf que des fois, quand les ordres arrivent d'en haut puis qu'on les comprend pas, c'est un petit peu dur d'y adhérer et surtout d'y faire adhérer les autres. Il y a beaucoup de symboliques, il y a beaucoup de métaphores dans tout ça, autant le cheval qui était fougueux mais qui a été usé par le temps parce qu'il lui était demandé. Et tout ça, ça fait un lien avec la désillusion de notre personnage principal qui voit son monde s'effondrer et qui voit également se passer autour de lui tous les soubresauts d'une culture qui tente de rester vivante de peine et de misère. Je suis généralement très touchée par ces récits qui représentent la fin d'une époque, peut-être mon petit côté nostalgique. Il y a quand même une touche d'espoir dans tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, mais moi, ce sont surtout les images. Je vous dis, là, ces montagnes-là, ils existent pour vrai. C'est vrai qu'ils existent pour vrai, peut-être même que je vais les voir. Mais pendant ma lecture, j'y ai été transportée. Dans l'État de Palestine, j'ai lu Le silence d'Isra de Etaf Rum. Et là, je suis allée emprunter celui-là à la bibliothèque en anglais alors que j'avais l'autre Evil Eye, je crois. En tout cas, il y a un œil bleu dessus dans ma bibliothèque. Des fois, il faut pas chercher à me comprendre, surtout pas quand il est question de livres. C'est une histoire de femme, une histoire de famille et on a ici Isra qui est à la fois le personnage principal et le fantôme de Deya, sa fille, qu'on va également rencontrer un petit peu plus tard dans le roman.
Quand elle était en Palestine, on l'a mariée très très jeune parce que c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Et elle a été déracinée, elle a été envoyée retrouver son mari à Brooklyn et ce qu'on lui demandait, c'était de servir son mari, de servir sa belle-mère et d'avoir un enfant, un garçon idéalement. Non, pas idéalement, un garçon absolument. Elle est complètement déboussolée, complètement perdue. Bien entendu, ça sera pas si simple. Ce qui fait que Deya, sa fille, elle a grandi sans sa mère, avec sa grand-mère. Sa grand-mère, c'est la belle-mère de Isra. Vous savez, elle a fait la vie dure. Pour elle, les traditions, c'est extrêmement important. Et Deya, elle va d'ailleurs se questionner sur son identité de femme arabe aux États-Unis. Tout ça alors que sa famille est en train de prévoir son mariage à elle aussi. Que du bonheur. L'autrice, elle est également américano-palestinienne et j'ai trouvé extrêmement pertinent le regard qui est posé sur cette famille-là, qui est déchirée entre ses valeurs, en son pays d'origine et son nouveau pays. Même si ce qu'on lit, c'est terrible, même si en tant que femme féministe, ça fait réagir, ça fait... L'autrice réussit à nous faire comprendre pourquoi c'est si important pour certains personnages de rester arabes, de rester palestiniennes même, après des années et des années aux États-Unis. Farida, ça c'est la belle-mère, et que c'est un personnage complexe. La plupart du temps, on a envie de la secouer, mais son besoin de rester qui elle est, de rester fidèle aux traditions, il est viscéral. Pour elle, c'est normal de se faire battre, c'est normal de servir de carpette. C'est bien, c'est ça qui est bien. Jamais elle ne pourrait envisager une vie meilleure pour sa fille, pour sa petite-fille, pour sa belle-fille, parce que pour elle, en fait, c'est pas meilleur, c'est pas mieux. La culture des États-Unis, elle ne l'aime pas, elle la rejette. Elle trouve que ça n'a aucun bon sens et elle a aucunement l'intention d'essayer de comprendre les gens qui sont là. Puis quand on y pense, elle aussi, elle a été déracinée, elle a souffert terriblement, mais la voir perpétuer le cycle de la violence, de la souffrance des femmes, ça fait mal au cœur. On voit très très rapidement qu'elle est responsable d'une bonne partie de l'oppression que vont subir Isra et Deya, mais dans sa tête à elle, elle est certaine de bien faire. C'est ce qui rend le personnage complexe, comme je disais. Elle a un système de valeurs, un système de référence qui est tout autre et ça clash, veut pas. Ça fait que Isra, elle a été élevée sans repère. Elle est incapable de répondre aux attentes de son mari, de sa belle famille. Elle avait énormément d'attentes dans son rôle de mère et elle s'épanouit pas tant que ça. Dans sa tête à elle, la maison de sa belle famille, c'est une prison, donc elle essaye de s'évader comme elle peut dans les livres, dans les histoires, dans son imaginaire. On peut s'imaginer que ça va pas faire l'affaire de la belle famille. Imaginaire, imaginez. Quelle variété dans le vocabulaire. Quant à Deya, la fille d'Isra, elle est née aux États-Unis et elle souhaite vraiment s'émanciper, mais elle voit pas comment ça pourrait être possible parce qu'elle est très très peu sortie de sa communauté d'origine. L'éducation qu'elle a reçue, c'était vraiment selon ces valeurs-là, mais elle va découvrir l'histoire de sa mère. Elle a une mystérieuse tante également. C'est extrêmement enrageant, mais c'est également très, très touchant. Il y a énormément d'ambivalence dans les récits. Le déracinement, on le sent parfaitement, le besoin de s'accrocher à quelque chose. Vous savez, tout le besoin d'appartenance, le besoin de savoir vraiment d'où on vient, de faire partie d'une communauté. C'est un récit qui est basé sur des faits vécus. Je suis consciente que c'est pas représentatif de toute la communauté palestinienne. Il y a des variations, bien entendu. J'ai vraiment adoré la première partie. Par contre, dans la deuxième, le message qu'on veut faire passer, il est très clair, très clair. Il est highlighté, souligné, limite qui est en 3 dimensions dans le texte. Moi, ça m'a agacé un petit peu parce que je déteste quand on martèle les messages. Si je me dis qu'une fois ou deux, j'aurais compris. J'étais assez brillante pour ça. Mais quand même, le regard qui est jeté sur la situation, je l'ai trouvé intelligent, je l'ai trouvé pertinent et c'était une très bonne lecture. Je me suis ensuite dirigée vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Quand j'ai pris ce roman-là, j'aurais jamais deviné que ça venait de Papouasie-Nouvelle-Guinée. D'abord parce que l'autrice est blanche, ensuite de ça parce que maintenant je pense qu'elle habite en Australie, mais elle est née en Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc ça compte. Comme je vous ai dit, je suis la juge de mes propres critères. J'ai donc choisi ce roman-là pour Agatha Christie et les tasses de thé sur la couverture. C'est un cozy mystery. Et comment dire que, bon, c'est très moyen. Avec moi, ça passe ou ça casse. Et là, j'ai trouvé ça ennuyant. Tu sais, c'est pas un mauvais roman, mais j'avoue que si je l'avais pas eu en audio, jamais je l'aurais terminé. Jamais. J'avais pas d'intérêt à savoir ce qui allait arriver dans l'histoire. En fait, j'ai trouvé absolument pas crédible. Et ça, c'est le premier tome de toute une série, le Club des amateurs de romans policiers. Et cette série-là, elle a un énorme succès. Donc, je pense que je suis bizarre. Le roman s'appelle donc Ils étaient 7 et le personnage principal s'appelle Alicia et elle, les clubs de lecture traditionnels, ça lui plaît pas parce que tout le monde est un peu trop sérieux, un peu trop littéraire, tandis qu'elle, ce qu'elle aime, c'est les romans policiers. Surtout Agatha Christie, c'est quand même, elle a bon goût. Comme elle trouvait rien qui lui convenait, elle passe une petite annonce dans la journal et décide de fonder un club avec sa sœur. Sauf que, après 2 rencontres, il y a un des membres qui disparaît et Alicia, elle va décider de mener l'enquête.
Je comprends le principe de ce Cozy Mystery-là, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas détectives, qui ne sont pas policiers, qui décident de mener une enquête avec les moyens du bord. Et moi, c'est ça que j'ai pas compris. Mais pourquoi ils se lancent là-dedans? Ils doivent s'emmerder, ils doivent vraiment s'ennuyer parce qu'ils se sont vus 2 fois. Comment plusieurs personnes qui se sont vues 2 fois peuvent décider tout ensemble de s'embarquer là-dedans, de se mettre en danger pour quelqu'un qu'ils connaissent pas? Tu sais, je veux bien croire qu'ils aiment Agatha Christie, là, mais quand même. Comme ils aiment particulièrement les romans qui mettent en vedette Hercule Poirot, ils vont essayer d'utiliser ces techniques et ces méthodes de recherche pour dénouer toute cette petite enquête. Puis ils lâchent pas, là, c'est comme... Les policiers devaient tellement être tannés d'eux autres. J'ai pas grand-chose d'autre à en dire. C'est un Cozy Mystery qui est somme toute banal. Les personnages sont très très caricaturaux. Si vous tripez sur Agatha Christie, peut-être que vous allez aimer ça. Et moi, c'est d'ailleurs ce que j'ai préféré dans ce roman-là, les références aux divers romans, même s'il y a quelqu'un qui ose parler en mal de L'Homme au complet baron. Alors voilà, c'était ma review pour ce roman-là. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Donc, c'est la fin de cette première partie de vidéo. Je vous laisse avec la moi du passé qui a lu 3 autres romans et on se revoit à la toute fin. Premier voyage littéraire vers de nouvelles contrées cette année, je suis allée en Angola et j'ai lu Grand-mère 19 et le secret du soviétique de Onjaki. Et je dois vous dire que ça commence fort bien parce que c'était une très très belle lecture. On se retrouve tout près de Luanda, en fait dans une banlieue de Luanda, tout près de la plage. On a une bande d'enfants qui habitent là et nous avons un narrateur enfant et j'ai beaucoup aimé la voix d'enfant. Faut que je le dise parce qu'avec moi ça passe ou ça casse. Là j'ai vraiment trouvé ça chouette. C'est des enfants qui sont débrouillards, des enfants qui voient juste un côté des choses, qui sont joueurs et qui ont tellement toujours vécu dans un univers qui nous semble un petit peu étranger que ce qui peut faire « Ouh, pour nous, c'est tout à fait normal pour eux. Les pannes de courant, il n'y a pas d'essence à la station d'essence, c'est normal. » Dans leur quartier, ils se sont créés tout un univers avec toutes sortes d'histoires, des plans. On dirait un monde fantastique avec tous les personnages qui y vivent, qui sont les gens du quartier. Il y a entre autres Grand-mère 19 qui s'appelle au début du roman Grand-mère Agnette. Je vous laisse découvrir pourquoi elle va devenir Grand-mère 19. Et elle va jeter un regard bienveillant sur tous ces petits cocos qui courent partout et qui n'en font qu'à leur tête. Et cette atmosphère-là de quartier vivant, c'est tellement bien réussi. Le jeune garçon, il est curieux, intelligent, il a une personnalité haute en couleurs, il a le don pour s'inventer toutes sortes d'histoires à propos de tout. Et juste à côté, il y a une espèce de mausolée qui est en train de se faire construire par les Soviétiques en l'honneur du père de la patrie, en fait, pour accueillir une momie. Le père de la Révolution, me semble. Mais bon, qui dit bel édifice dit quartier doit être beau à côté, et donc il y a peut-être du danger. Les enfants vont donc prendre ça en main. Qui est le fameux soviétique du titre, c'est le camarade Botardov qui aime beaucoup Grand-mère Agnette et qui rend le quotidien un petit peu moins difficile. Ils ont des problèmes de communication, il n'y a pas moyen de se comprendre. Et toutes les choses vont être interprétées à hauteur d'enfant avec un regard tellement décalé. C'est naïf, c'est drôle, souvent ils sont complètement à côté de la plaque, mais tout est transformé en grande aventure et ça, j'ai adoré ça. J'ai beaucoup aimé la plume, c'est lumineux, c'est fluide et ça rend surtout vivant tout ce petit univers. C'est un bel hommage à la capacité qu'ont les enfants à voir de la magie partout. C'est délectable, c'est jubilatoire, j'ai adoré ce roman-là. Ça commence donc bien pour Lire le Monde 2026. Bon, on est mi-mars et je viens vous voir alors que je suis à peu près aux 3/4 de La sorcière à la jambe d'os d'un auteur croate. Il y a un Z dans le nom, je vais l'écrire. C'est gênant. C'est gênant, ça fait une éternité que je suis dans ce roman-là. Et j'aurais dû venir vous en parler avant, mais il y a été un grand mot, je savais pas quoi en dire. Et c'est pas que ça m'intéressait pas, c'est juste que j'étais un peu perturbée par ma vie. Parce que je me prépare à partir pour un bout de temps, on va toucher du bois, on va espérer que ça fonctionne. Mais j'ai beaucoup de trucs à faire. Faut que je me fasse remplacer au travail, faut que je forme les gens. Fait que j'ai un petit peu de stress, un tout petit peu. Mini. Ça, ce que ça implique, c'est que je lis très très peu avec mes yeux. Je suis capable en audio, en faisant autre chose, en faisant des préparatifs, mais avec mes yeux, ça me demande toute mon attention, puis on dirait que j'ai jamais le temps. Fait que là, je me couche le soir, je prends mon livre en me disant « je vais lire ». C'est bien écrit, parce que c'est très très bien écrit tout ça. Et je m'endors. Je suis tellement découragée, là. Le pire, c'est que c'est pas que ça m'intéresse pas. J'aime ça. Mais au départ, ça a été un peu compliqué
à prendre en main, on va dire. Mais pourtant, là, je suis certaine qu'après ma lecture, je vais y repenser. On est vraiment plongé dans le folklore croate. On est au 19e siècle, c'est plein de légendes, c'est plein de croyances. Et au cœur de tout ça, on a Gila, la sorcière à la jambe d'os. Et c'est un magnifique portrait de femme. Une femme qui est poursuivie, qui va être persécutée parce qu'elle sait des choses, parce qu'elle se sert de cette aura de sorcière là aussi, mais elle va passer son temps à fuir. Et en plus de ça, elle se retrouve dans une histoire beaucoup plus grande qu'elle. Ça a l'air simple dit comme ça, hein, mais ce l'est pas tant à la lecture parce que cette histoire-là nous est racontée par fragments, avec souvent une ouverture de chapitres des vers ou alors des extraits de récits qui existent ou qui n'existent pas, je ne sais pas. On est en Dalmatie et à cette époque-là, c'est vraiment complexe. C'est comme entre l'Empire austro-hongrois, les Italiens, t'as les Ottomans de l'autre côté. Y avait-tu des Ottomans? En tout cas, il y a des Turcs, ça vient mêlant. Mais c'est pas pour ça qu'au départ, c'est complexe de voir où est-ce qu'on s'en va. C'est que ça nous est raconté dans le désordre et que c'est pas clair dès le début pourquoi chaque petit extrait est important. Et c'est plus tard qu'on va réaliser que OK, c'est pour ça qu'il nous expliquait ça au début, puis ça va là, puis ça va là, puis ah, OK. Et quand tu commences à décoder tout ça, ben, ça devient fascinant. Fascinant, là, il me reste à peu près 200 pages, ça a presque 800 pages, si ma mémoire est bonne. Et là, vous me voyez en pyjama parce que c'est ça que je m'en vais faire, je m'en vais continuer à lire tout de suite après. On en apprend sur le contexte de l'époque, mais surtout, on est plongé dans cette culture et j'aime ça. J'aime vraiment, vraiment ça. Puis en plus, des fois, c'est drôle. Il y a un humour qui est quand même cynique parce que, tu sais, elle se prend pas pour du 7-Up flat, Gila. Du moins, pas à toutes les périodes de sa vie. Il y a certaines scènes qui sont plus en théâtre. Il y a un mélange des genres. Il y a une scène dans le jardin où elle discute botanique et elle s'amuse à contredire la bonne sœur. Ça parle de l'hypocrisie des gouvernements, de celle de la religion également, comment les puissants réussissent à manipuler tout le monde. C'est super bien fait et j'adore ça pour l'instant, mais hey, ça doit faire 3 semaines que je suis dessus, c'est pas une blague, donc go! Mais c'est que c'est quand même dense, puis je passe mon temps à retourner en arrière pour aller vérifier des trucs. C'est ça quand j'aime un livre, c'est long. Hey, checké, je vais te couper mes cheveux. Incroyable, ça faisait 1 an et demi. Oui, il pousse vite, j'ai de l'eau dans la tête, c'est pas ma faute. Donc, je vous reviens pour l'update à la fin de ma lecture de La sorcière à la jambe d'os de Zélimir Pérish. Là, je sens que je le prononce pas bien. Ça doit être Pérish, aucune idée. Je pense pas que je vais en ajouter tant que ça par rapport à ce que je vous ai dit quand j'étais aux 3/4 du livre. J'ai tellement aimé ça et a posteriori, je suis pas mal certaine que ça va faire partie de mes préférés de cette année. C'est un masterpiece. En tout cas, pour moi, c'est ça, la construction. J'ai adoré de voir comment le casse-tête, comment tout se mettait en place. C'est tellement maîtrisé. C'est à la fois drôle, rageant, touchant. La forme, je vous ai parlé de la forme, c'est incroyable, c'est incroyable. Comment l'auteur a réussi à me faire rentrer dans cet univers-là, voir cette femme-là sous divers regards. On devient témoin de sa vie, de sa destinée. À la fin, tout s'attache comme on veut. Gila, c'est un personnage qui est complexe, c'est un personnage qui est féministe. On sent la revendication féministe, la revendication socialiste également. C'est là tout le long, c'est présent, ça sous-tend les actions du truc, mais c'est jamais martelé, c'est jamais redondant. J'ai adoré ça. L'écriture, c'est magnifique, extrêmement varié, très très pluriel comme truc, là. C'est difficile à définir, ça demande de l'implication de la part du lecteur. Mais moi, on dirait que c'est ces romans-là qui me restent le plus en tête. Il y a une densité là-dedans. J'ai aimé ça, et j'ai l'impression que je radote, mais lisez-le, c'est, voilà, un roman croate à découvrir, sans aucun doute. En fait, je vous ai menti, on se trouvera pas à la toute fin, je vais vous parler du dernier livre que j'ai lu, qui est d'une autrice canadienne, mais qui est d'origine laotienne et qui est née dans un camp de réfugiés en Thaïlande, donc je suis pas sûre si elle a vécu au Laos, mais ça parle beaucoup de Laos dans tout ça, donc je l'ai inclus dans le Laos. Et ce roman-là, dans une autre pile à lire, je l'avais mis d'un truc avec une arme sur le dessus à cause du couteau, mais ça, c'est tellement pas ça. C'est un recueil de nouvelles. Et ce qui est particulier, c'est qu'à toutes les fois que je vois des recueils de nouvelles, je dis « Ah, j'aime pas tant ça ». Mais quand je les lis, j'aime vraiment ça. Ici, on n'a pas des histoires explosives. On a plutôt des tranches de vie, souvent en hauteur d'enfant. Et ce que je trouve particulièrement intéressant dans ces textes-là, c'est de voir l'adulte du point de vue de l'enfant et de voir comment le fait d'arriver d'ailleurs, des fois, peut changer assez subtilement ce rôle-là, cette relation-là entre le parent et l'enfant. Parce que des fois, l'enfant comprend mieux les codes du nouveau pays que son parent.
C'est normal parce qu'il est arrivé le plus jeune, voire même qu'il est né là. Souvent, il va mieux comprendre la langue. Alors, des fois, il y a une notion de protection envers son parent qui arrive. Je l'ai vu dans plusieurs nouvelles et j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir ça. Et en même temps, ça nous amène à nous questionner comment on a pu arriver à ces situations-là ici au Canada, parce que ça se passe généralement au Canada avec des personnes qui arrivent du Laos ou qui sont originaires du Laos. Les personnages du recueil sont très différents les uns des autres, mais ils ont des traits communs en ce sens qu'ils me semblent souvent un pas derrière parce qu'ils doivent toujours observer pour comprendre les règles sociales, pour comprendre les façons de fonctionner et les comparer avec les leurs pour essayer de s'adapter. Et on voit également la question du privilège dans tout ça. On le voit, il est dit clairement et on voit à quel point les gens ne s'en rendent pas compte autour d'eux. Et souvent, ce ne sera pas des violences physiques, ça va être des petites choses, mais au quotidien, puis des fois des plus grosses choses également. Ce n'est pas nécessairement des nouvelles à chute, mais souvent, il va y avoir un pic là, presque vers la fin, puis ça va retomber graduellement pour reprendre une vie normale. J'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé que la plume était très, très belle et je crois que c'est une poétesse, cette autrice-là. Je lui ai donné un 4 étoiles. C'était très intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé la nouvelle titre How to Pronounce Knife, qui est l'histoire d'un enfant qui n'est pas capable de lire ce mot-là, qui demande à son papa. Son papa, il lui donne pas la bonne réponse et la façon d'agir de l'enfant, j'ai trouvé ça tellement touchant. J'ai aussi beaucoup aimé la nouvelle qui parle de l'Halloween. Je sais pas comment ils l'ont traduit, par exemple. Ça s'appelle Chicketchi en anglais et j'ai vraiment trouvé ça drôle. J'ai vraiment aimé ça. Et la toute dernière nouvelle m'a également beaucoup plu. Donc, une bonne lecture et c'est hyper accessible. Essayez si ça vous tente. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis quand même contente d'avoir poursuivi ce défi que je m'étais lancé de lire un roman par pays du monde. On s'entend, on est encore loin du compte, mais on avance, c'est ça qu'il faut. En plus, c'est des romans qui sont pas nécessairement si faciles à trouver, il faut vraiment les chercher, ils nous sauteront pas dessus dans les librairies, même si là, je suis supposée aller passer plusieurs jours à Paris et je sais qu'il y a certains magasins à Paris qui ont les livres classés par région et par pays, alors peut-être que je vais faire des super découvertes, j'ai déjà hâte. Alors, dites-moi tout, vous, est-ce que vous aviez déjà lu des romans qui provenaient de ces pays-là? Est-ce qu'il y en a que vous avez vraiment adoré et que vous voudriez me proposer? Je vous invite également à aller voir la vidéo initiale. J'aimerais savoir 3000 vues. Je vous disais qu'elle avait bien fonctionné, mais pour moi, le 3000 vues, c'est du jamais vu. J'ai une mini chaîne, n'oubliez pas. Mais surtout, sur cette vidéo-là, si vous avez des idées pour des pays dont je n'ai rien lu jusqu'à date, je suis encore preneuse. J'ai encore dans ma petite boîte noire et laide là-bas plein de livres de différents pays à lire. Je serais ravie d'en ajouter d'autres si vous avez des suggestions pour moi. Si vous voulez m'encourager et que vous ne savez pas quoi dire, mettez-moi un petit drapeau de n'importe quel pays du monde dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, la partager ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonne lecture et à la prochaine!